Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vanessa Neal, conseillère en patrimoine chez Piguet Galland. Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue à notre webinaire dédié à la transition de carrière. Vous êtes très nombreux à participer aujourd'hui, concernés directement ou indirectement par ce sujet. Je vous remercie de votre présence virtuelle. Pour ma part, je suis dans nos locaux à Genève avec comme invité externe Marc Rotzetter, expert en transition de carrière et executive coach, ainsi que mon collègue Gian Bicicci, qui est conseiller en planification patrimoniale chez Piguet Galland. Cela nous tenait à cœur aujourd'hui d'organiser cette réunion virtuelle pour créer un environnement sécurisé qui nous permettra d'aborder le sujet sensible des finances personnelles lors de la transition de carrière avec des experts et en toute sérénité. C'est ce que nous allons faire ensemble pendant l'heure qui suit. Lors de mes discussions avec mes clients et contacts depuis 18 mois, dans le contexte du Covid-19, j'ai observé une évolution dans les préoccupations de mes interlocuteurs. Il s'agit d'une période où chacun s'efforce de faire preuve d'encore plus de résilience, au niveau de la santé, bien entendu, mais également sur les plans professionnels, personnels, familiaux et financiers. Les entreprises innovent, de plus en plus de professionnels se réinventent et doivent adapter la gestion de leurs finances personnelles en conséquence. Le besoin d'aligner la vie professionnelle et les valeurs personnelles est souvent accentué. Comme vous le savez, Piguet Galland, la banque de gestion patrimoniale enracinée en Suisse romande depuis 1856, appartient à la Banque cantonale vaudoise, qui fait partie des banques les plus sûres au monde. Grâce à ce socle solide, nous nous projetons vers l'avenir en accompagnant les professionnels, les entrepreneurs et les familles pour les aider à renforcer leur résilience financière. Chez Piguet Galland, j'interviens pour aider nos clients à planifier leurs finances à court, moyen et long terme afin de faciliter la réalisation de leurs projets de vie, y compris ou surtout dans les moments les plus difficiles. Nous prenons une vue holistique pour mettre en harmonie des stratégies d'investissement, de crédit et de prévoyance centrées sur les objectifs de nos clients, car la maîtrise du patrimoine est la clé de voûte qui facilite la réussite de tous leurs projets. Si vous avez lu mon article récent au sujet de la transition de carrière, vous aurez constaté qu'en période de transition professionnelle, votre expérience professionnelle et votre patrimoine correspondent à de solides fondations qui vous aideront à bien rebondir. Encore faut-il bien connaître vos acquis et vos atouts. Sur le plan financier, le bilan patrimonial devient l'outil indispensable pour traiter de nombreuses questions qui se posent. Par exemple, quel serait l'impact fiscal d'une indemnité de départ éventuelle? Comment organiser son compte de libre passage? Que faut-il savoir pour créer une entreprise à titre indépendant ou avec des salariés? Aujourd'hui, vous allez pouvoir poser toutes vos questions en toute discrétion, car elles ne seront pas visibles pour les autres participants. Vous nous les écrivez tout simplement par le chat et nous vous répondrons de façon interactive après chaque présentation. Si vous avez des questions plus complexes, nous pourrons répondre par la suite, bien sûr. Alors, dans un premier temps, Marc Rotzetter déroulera sa méthodologie globale pour la transition de carrière. Ensuite, Gian Bicicci partagera avec vous ses conseils pour vous aider à profiter de cette période pour renforcer vos finances personnelles. La transition de carrière, qu'elle soit volontaire ou imposée, devient un projet enrichissant à tous les niveaux. Alors, allons-y ensemble. Je passe la parole à Marc Rotzetter. Je ne vois pas. Voilà. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Alors, d'abord, je regarde juste que la caméra soit bien mise et que vous ayez une vue correcte. Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir et de participer à cet événement avec Piguet Galland, la banque Piguet Galland. L'idée aujourd'hui, en fait, c'est quoi? C'est de voir la transition de carrière de manière générale et en fait de faire un zoom sur la partie financière dont a parlé Vanessa il y a un instant. Donc, je ne vais pas faire un cours sur la transition de carrière, ce n'est pas l'objectif. Je vais attirer votre attention sur certains points précis, spécifiques, notamment sous l'axe, sous le volet financier,
qui me paraissent vraiment très importants et tirés de mon expérience professionnelle. Voilà. Donc, je vais dérouler les slides. Celui que vous voyez là, il est assez complet, mais l'idée, en fait, c'est de faire une overview de tous les points auxquels il faut penser. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, 3 phases: l'analyse, ensuite l'implémentation et puis le management, c'est-à-dire monitorer, guider ce plan d'action. Je vais ensuite vous dérouler très succinctement chacune des 3 phases et vous verrez qu'on va nous simplement se concentrer sur l'étape numéro 1, tout en haut, étape numéro 1, analyse de l'environnement personnel, qui me fera faire le joint avec Monsieur Bichichi pour la partie patrimoniale. Voilà, donc très succinctement, voici l'analyse. Donc, l'idée, dans un premier temps, bien, c'est de définir les objectifs professionnels, mais pour ce faire, il faut avoir une connaissance de sa situation personnelle. Alors, ça va au travers du budget, par exemple. Ça, on va en parler, c'est très, très, très important. Définir ses objectifs professionnels. De quelle manière? Au travers d'un bilan de compétences, d'assessment, par exemple. Ensuite, il faut mettre en place une stratégie de communication, une fois qu'on a défini ces aspects-là, c'est-à-dire comment est-ce que je vais communiquer, à qui, de quelle manière, quand, quel support, élaborer un CV, ou plutôt des CV, parce qu'il en faudra plusieurs. Et puis, l'étape 4, très très importante, c'est l'évaluation du marché cible, ou encore une fois, des marchés cibles, parce qu'il peut y avoir plusieurs objectifs professionnels. Voilà. Ensuite, partie 2, implémentation. L'idée, donc, c'est de faire votre plan marketing et le faire de quelle manière? Il faut aller collecter des informations sur le marché de l'emploi. Ensuite, il faudra diffuser le message et il faut ensuite s'adresser aux décideurs, les decision makers, qu'ils soient RH ou pas, dans le line management, par exemple. Et ensuite, il faut rechercher des méthodes de networking alternatives. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Ça, c'est pour la partie implémentation. Et puis, la dernière partie, c'est le management, c'est-à-dire, une fois que j'ai fait ça, comment est-ce que je le mets en place et comment est-ce que je le fais vivre. Donc, en gros, ensuite, c'est les entretiens d'embauche. Il peut y en avoir plusieurs. On peut gérer ça, on peut se préparer. Enfin, quand je dis on peut se préparer, non, on ne peut pas se préparer, il faut se préparer. Très important, il faut se préparer. Et puis après, il y a l'aspect négociation, signature et autres. On peut aussi, lorsque l'on fait un coaching, se préparer pour intégrer la nouvelle entreprise. C'est un coaching d'intégration. C'est optionnel, mais ça peut être important, notamment quand peut-être les gens changent de secteur d'activité ou de type d'industrie. Ça peut être important. Voilà. Alors maintenant, comme je vous ai dit, j'ai fait la présentation sur la globalité du processus. Je reviens, comme je vous le disais, sur l'élément tout en haut de l'analyse et de l'analyse de l'environnement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, je vais juste aller au slide suivant, puis je fais un petit zoom là-dessus. Je voulais juste voir si j'arrivais à revoir l'image que je m'étais donnée. Veuillez m'excuser, mais ça me permet simplement de voir si… voilà. Alors, les deux, trois éléments que je voulais voir avec vous, c'est d'abord l'aspect financier. Pas l'aspect financier professionnel comme le banquier va vous en parler tout à l'heure, mais d'abord, tout simplement, c'est est-ce que mon budget de mon ménage privé, personnel, fonctionne? Lorsque je vois des gens arriver en transition de carrière, souvent c'est des gens qui vont probablement aller s'inscrire au chômage ou qui sont inscrits au chômage, et ces gens-là, souvent, très très souvent, ne calculent pas l'aspect financier. Ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas, mais ils ne le calculent pas, donc arithmétiquement. Et même, je vais plus loin,
il y a beaucoup étonnamment, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas combien elles gagnent. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais je vois beaucoup de gens qui travaillent, notamment ceux qui sont depuis très longtemps chez leur employeur. Ils ont une vague idée de ce qu'ils gagnent, mais ils ne savent pas précisément. Et ça peut être assez surprenant. Et donc, il est important, enfin moi je conseille systématiquement au tout début de faire un petit budget tout simple, les revenus, c'est un tableau Excel, hein, donc c'est les revenus, les dépenses. Pourquoi? Parce que ça permet de faire une photographie maintenant, tout de suite, de savoir si je gagne, enfin si je perds de l'argent ou si j'en gagne ou si c'est flat. Pourquoi? Parce que lorsque vous perdez votre travail, vous allez peut-être vous inscrire au chômage, certainement, on a cette chance-là dans notre pays, eh bien, vous allez peut-être gagner le 70 ou 80% de votre salaire, votre ancien salaire, ou peut-être même moins d'ailleurs, ça dépend les cas. Donc, il est très important de savoir si, donc vous allez avoir une réduction, et donc c'est très important de savoir que cette réduction, elle va avoir un impact sur le temps. Souvent, les gens pensent que ça va aller très très vite et se disent, OK, c'est l'histoire de 2-3 mois, voilà. Et en fait, l'expérience nous montre que ça prend beaucoup plus de temps. Donc, mon conseil, très simple, tout de suite, faites un plan financier. Vous mettez vos charges, ce que vous gagnez, ce que vous dépensez. L'important, c'est de savoir si vous êtes dans un train où vous pouvez maintenir votre train de vie actuellement ou bien vous allez perdre de l'argent. Respectivement, quelles mesures je prends tout de suite. Peut-être il y a des dépenses qu'on peut annuler, mettre en stand-by. Et puis, pourquoi? Parce que si vous creusez, par exemple, dans vos économies, eh bien, ça peut durer une année. Donc, il faut imaginer que, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas tac tac, je vais vite retrouver du travail et puis dans un mois, 2 mois, c'est bon. En fait, statistiquement, une étude, je crois que c'était 2015 ou 16, je suis plus sûr, disait que pour les cadres, tout domaine confondu, la durée pour retrouver un emploi est de 13 mois, donc une grosse année, tout domaine confondu. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors, si ça va plus vite, tant mieux, c'est agréable, c'est une bonne surprise, mais si l'aventure, vous perdez d'argent et que ça doit continuer pendant une année, voire une année et demie, ça peut, eh bien, il faut vraiment le savoir. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si vous réglez cette question-là maintenant, vous pourrez vous concentrer sur une vraie recherche de travail. J'observe dans mon activité que les gens qui n'ont pas traité cette question tout de suite, qui ont laissé comme ça un peu en suspens l'aspect financier, n'arrivent pas à mettre l'énergie et la concentration sur une recherche de travail, je dirais, sereine. Ils n'ont pas l'énergie, donc il n'y a pas la concentration. Donc c'est vraiment important. Voilà. Donc, après, il y a d'autres aspects que j'ai nommés en dessous, les aspects personnels, vie sociale, vie familiale, absolument importants. Mais vraiment, je voulais attirer votre attention sur cette petite partie purement financière. Et donc, ça vaut la peine de le faire au début. Je vous encourage vivement. Voilà. Alors, je vais passer un tout petit peu plus loin maintenant. Voilà, je regarde les slides. Oui, j'avais mis cette petite expression assez sympathique, mais elle dit ce qu'elle doit dire, c'est-à-dire que ce n'est pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui s'en sortent, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Notre ami Charles Darwin. Voilà. Alors, maintenant, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a des questions peut-être. Alors, Vanessa, peut-être, est-ce qu'il y a des gens qui se sont manifestés? Alors, merci déjà pour toute cette méthodologie. C'est très intéressant et je suis sûre que c'est très utile pour de nombreux participants. Nous avons quelques questions qui nous arrivent. Alors, une personne qui se demande à quel moment elle devrait s'inscrire au chômage. Oui, voilà. Alors, effectivement, c'est une question qui est très, très, très courante. Alors, en fait, le moment de l'inscription, alors pour ceux qui s'inscrivent au chômage, l'inscription au chômage, il n'y a pas une date précise. En fait,
il faut le faire au moins, au plus tard, le premier jour où vous avez terminé vos rapports de travail. Parce que le jour où vous allez vous inscrire, c'est à partir de ce moment-là que le chômage va considérer que vous êtes inscrit. Alors, vous pouvez y aller avant, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément utile parce que de toute façon, vous serez payé à partir du moment où les contrats, où les rapports contractuels seront terminés. Donc, si vous vous faites, par exemple, licencier, et puis qu'on vous donne la période de dédit de 3 mois, par exemple, vous pouvez aller tout de suite, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez attendre quasiment le dernier jour et vous pouvez le faire aussi par Internet. Ce qui veut dire que vous pouvez vous inscrire simplement, par exemple, un dimanche, le week-end, par le biais d'Internet. Ça, il faut juste le savoir. Ce qui est plus important, c'est que quel que soit le moment auquel vous allez vous inscrire au chômage, le plus important, c'est que vous devez faire des recherches de travail à partir du moment où vous savez que vous allez perdre votre emploi. À partir du moment où vous en avez connaissance, ça peut être par oral ou par écrit sous la forme d'une aide de licenciement, eh bien, tout de suite, n'attendez pas, faites des recherches de travail et elles vous seront demandées ultérieurement. Voilà peut-être un point. Très bien. Alors, d'autres questions qui arrivent en parallèle. Et n'hésitez pas, tout le monde, à bien saisir vos questions par le chat. Alors, une autre question. Quelqu'un qui se dit penser à plusieurs pistes pour son nouveau projet professionnel et qui voudrait savoir est-ce qu'il vaut mieux privilégier un seul projet ou est-ce que c'est possible d'envisager de suivre plusieurs projets en parallèle pour être sûr que quelque chose fonctionne de plus rapidement. Ouais, d'accord. Ok, merci pour cette question. Alors, en fait, de manière générale, j'ai plutôt envie de conseiller les gens à faire plusieurs activités en même temps, donc de front. C'est plus agréable souvent de le faire de manière séquentielle. Ça permet une meilleure concentration, on gère mieux l'énergie et on fait un point après l'autre. C'est plus agréable quelque part. Par contre, je reviens toujours à la notion du temps, très, 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 très importante, parce qu'elle est toujours minimisée, sous-estimée. Donc, en fait, le mieux, c'est de faire, d'un point de vue général, c'est d'essayer de faire plusieurs choses de front, mais pas n'importe comment et pas sans avoir réfléchi à un plan d'action avant. Donc, le mieux, dans un premier temps, c'est d'avoir une réflexion, de travailler avec quelqu'un, idéalement de se faire accompagner. Et puis ensuite, vous mettez en place différentes choses et vous pouvez faire plusieurs activités, à mon avis, en même temps. Ça peut être de la formation, ça peut être des recherches de travail, ça peut être l'analyse d'un nouveau secteur d'activité, ça peut être de la formation. Voilà. Pourquoi? Parce que le temps passe très vite et donc une année s'écoule, mais comme ça. Donc, il faut vraiment le savoir. Par contre, il faut que ce soit piloté. Il ne faut pas que ce soit fait au hasard parce que vous avez besoin d'avoir des jalons pour voir le temps passer. Sinon, vous faites, vous voyez pas le temps passer. Donc, je pense que c'est mieux de le faire, mais sous contrôle. Voilà. Très bien, Marc. Merci pour cette réponse. Avec Une autre plaisir. question. Quelqu'un qui est à son compte et qui se demande comment cela se passe pour le chômage lorsqu'on est à son compte, en nom propre. D'accord. Alors, la question de ce type de question-là, en fait, va dépendre d'un ou deux paramètres. Je vais rester générique volontairement. Pourquoi? Parce que ces questions-là sont traitées non pas par le chômage, mais par la caisse de chômage qui va analyser le dossier de la personne et voir si elle a droit à des indemnités ou pas, et si oui, combien. Et ça, vraiment, ce travail-là et cette responsabilité-là incombe à la caisse de chômage. Donc, pas à votre ORP ou à votre conseiller chômage, comme souvent les gens le croient, mais à la caisse de chômage. Très, très important de le préciser. Néanmoins, pour répondre, pour aller dans le sens de la question, en gros, à partir du moment où la personne n'est pas inscrite au registre du commerce, elle a a priori tout à fait droit d'avoir le droit d'être suivi par le chômage. Précision à ce niveau-là, une personne peut ne pas avoir droit à des indemnités de chômage, donc à de l'argent, mais elle peut avoir le droit d'être inscrite au chômage et d'être suivie par un conseiller et peut-être d'avoir certaines
formation aux mesures dans une certaine mesure. Maintenant, il y a un autre point, les gens qui travaillent en tant qu'indépendants, par exemple, et qui ont des revenus fluctuants ou pas complets, ont tout à fait droit au chômage. Simplement, il faut déclarer. Vous dites, voilà, bah, ce mois, c'est moi, j'ai gagné tant et tant. Et la caisse de chômage, toujours la caisse, fera le calcul. Et donc, voilà. Le but étant d'encourager les gens à continuer leur recherche de travail, mais aussi leur activité rémunératrice s'ils en ont déjà une. Très bien, merci. Alors, cette réponse qui va certainement répondre également à une partie d'une autre question d'une autre personne. Avez-vous des suggestions pour les personnes qui lancent leur projet ou leur activité professionnelle de type coaching en tant qu'indépendant et frontalier? D'accord. Alors, OK, oui, deux choses. Alors, en tant qu'indépendant, ben, moi, le premier conseil que je vais leur donner, ben, c'est de venir voir monsieur, enfin, toi ou monsieur Bichicic à la banque, ça me paraît évident. Il faut travailler avec des professionnels, ce que je ne suis pas au niveau financier, même si j'ai travaillé dans une banque auparavant. Donc, clairement, l'idée, c'est de valider d'abord le projet en termes de faisabilité, avant de l'aspect purement financier. Il faut voir si l'idée elle est bonne, si on se démarque, si c'est le bon moment, si c'est la bonne manière. Et ça, il y a des cours qui permettent de le faire, mais pour les gens qui n'ont peut-être pas droit à des cours, vous pouvez vous faire accompagner. Moi, je le fais régulièrement. Et si on a de l'expérience et du bon sens, on peut déjà, dans une première mesure, dans un premier temps, je dirais, dégrossir et affiner le projet, et ce qui permet de gagner du temps, encore une fois. Maintenant, pour l'aspect frontalier, alors là, il faudrait voir le cas particulier, à savoir si la personne, est-ce que on parle d'un cas qui est au chômage ou pas, ou bien une personne qui habite en France mais qui veut travailler en Suisse. A priori, il n'y a pas de problème, n'importe qui a le droit de lancer son business en Suisse, mais il faudrait préciser la situation. Très bien. Alors, je vais essayer de regrouper deux questions parce que nous en avons plusieurs qui arrivent. OK. Et puis, alors, donc, quand et comment étudier un projet pour se mettre à son compte? Donc, quelles sont les étapes peut-être Mhm. pour réfléchir à un projet de se mettre à son compte? Et par rapport à la transition professionnelle, comment ça pourrait se passer pour quelqu'un qui a déjà une activité en tant qu'indépendant depuis 3 ans? Donc, un peu les différentes étapes à Ouais, réfléchir. d'accord, OK. Je réfléchis juste pour ne pas dire de bêtises. Euh, Encore une fois, je pense que la question, alors typiquement, on parlait avant de projets qui doivent se mener de front et pas en séquentiel. Là, je pense que la personne qui travaille, qui a déjà un business d'indépendant, puis qui veut en lancer un autre ou l'élargir, je pense que tout ça, il faut continuer à le faire en parallèle. Ça me paraît important. Euh, les questions par rapport à ça, de manière encore une fois générale, je dirais la chose suivante. Il faut analyser le type de business qu'on veut lancer. Si vous me dites que voilà, vous êtes biologiste et que vous allez lancer un business dans le life science, il faudra probablement beaucoup d'investissement et donc on est sur quelque chose de très différent. Si par exemple vous êtes, je ne sais pas, recruteur et puis que vous voulez lancer votre cabinet de chasseur de tête, par exemple, on est dans un autre type de business, par exemple, qui ne demande pas d'investissement aussi important. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que la plupart des business, je le dis aux gens, je pense qu'ils devraient commencer sans perdre d'argent dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut partir sans s'endetter, avec des moyens modestes et essayer de gagner de l'argent et investir ce que l'on peut gagner. Donc, n'investissez pas, si on parle de petits business simples à mettre en place, ma suggestion, il y en a deux, c'est un, ne vous endettez pas, partez from scratch et vous investissez ce que vous gagnez. Et le deuxième conseil, c'est expérimentez-le tout de suite, essayez-le. Ne faites pas
de très longs plans d'action, just do it, faites-le. Et vous allez corriger en fonction de ça. Maintenant, si on est sur des business plus importants qui sont d'une autre envergure, alors effectivement, la question, deuxième pilier, prêt bancaire, etc., se pose. Mais il faut aller plus en détail. Puis là, on parle d'analyse concrète avec vos services. Avec Piguet Galland. Avec Piguet Galland, évidemment. Alors, une dernière question peut-être avant de passer la main à GMBTG. Une question très pratique. Quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience professionnelle à travers différents secteurs d'activité et qui se demande comment faire pour rédiger un CV qui reflète vraiment toute son expérience, sachant qu'il doit le faire en plus, ou elle doit le faire en français et en allemand. Où trouver un conseil pour ça ou D'accord. Voilà. Ok. Comment faire? Alors, j'ai envie de vous dire spontanément, appelez-moi et puis moi je peux vous aider à le faire. Ça fait partie de mes tâches. Je le ferai avec grand plaisir. Sinon, si les gens sont plutôt autonomes ou veulent travailler de manière plus indépendante, vous pouvez aller sur le net. Il y a beaucoup de modèles. Alors après, il faut s'y retrouver parce que c'est un peu la jungle. Il y en a pour tous les goûts. Mais comme ça, deux règles un peu spontanées. La première, c'est que le CV doit s'adapter, enfin doit correspondre à un objectif professionnel et à un secteur professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être une personne peut viser 3 rôles ou objectifs professionnels différents. Ça veut dire 3 CV différents, sans parler de la langue. Et puis différent, vraiment, il doit être adapté à son objectif. Et puis ça, on peut se faire aider. C'est pas très compliqué à faire. Ça paraît être compliqué, mais ça l'est pas beaucoup. Ça implique le CV peut-être de définir ses objectifs professionnels avant. C'est ça peut-être la clé. Alors, personnellement, je suis beaucoup plus experte en finance qu'en CV, mais je pense que d'après ce que je vois, c'est assez difficile. Souvent, les personnes reçoivent un conseil d'une personne, Oui, un conseil complètement contraire de l'autre. Ouais. Le CV, ça doit vivre, évoluer et il faut se retrouver dans tout ça. Exactement. C'est pour ça peut-être que, encore une fois, il faut entreprendre une recherche dans une transition. Il faut être accompagné peut-être. C'est mieux dans tous les cas. Et si possible, avoir un fil conducteur. Ça veut dire idéalement être accompagné par la même personne ou par le même cabinet du début à la fin. Et ça arrive souvent que une personne on lui propose un accompagnement par un cabinet d'outplacement par son ancien employeur, ça fait 1. Peut-être qu'il peut y avoir son conseiller au chômage, ça fait 2. Peut-être qu'elle va prendre par elle-même un consultant ou un coach par ailleurs, ça fait 3. Et puis peut-être encore il y a tous les conseils des amis et autres. Donc, pas évident de s'y retrouver là-dedans. C'est pour ça qu'au départ, c'est important de poser les choses et de définir ses objectifs, quitte à les changer en cours de route. Ça, c'est pas un problème, mais il faut les fixer pour avoir des indicateurs et simplement des jalons, parce que sinon on se perd. Il y a 1000 façons de se perdre, et comme c'est une période transitoire, les gens sont souvent déstabilisés, donc il faut vraiment fixer les choses. Le cadre est très très important. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ton intervention, Marc. Je pense que c'était très instructif. Avec plaisir. Nous allons passer donc la main à mon collègue GMBTG qui va expliquer plus sur le plan technique des finances, comment nous accompagnons nos clients à travers les différentes étapes, depuis la fin d'un contrat de travail, la réflexion en phase de transition, et puis la réflexion autour d'un nouveau projet de salarié. Très volontiers. Alors moi, je vous retrouverai peut-être en direct à côté. Merci beaucoup et à bientôt. Avec plaisir. Merci, Marc. Bonjour à toutes et à tous, GMBTG. Je suis conseiller en planification patrimoniale auprès de la banque Piguet Galland et j'ai le plaisir d'accompagner Vanessa et mes autres collègues régulièrement en rendez-vous avec les clients pour répondre à diverses problématiques spécifiques, le plus souvent liées aux questions de prévoyance, de financement, de structuration de patrimoine, des aspects matrimoniaux, fiscaux et successoraux. Et c'est vrai que ces derniers mois, on constate de plus en plus et on rencontre de plus en plus de personnes qui sont confrontées d'une manière ou d'une autre, que ce soit voulu ou non, à une situation de transition professionnelle.
Et comme l'a très justement dit Marc, il est fréquent que certains aspects finalement soient négligés, et notamment les aspects financiers, ce qui est un peu dommage parce que finalement la période de la transition professionnelle est le moment idéal pour se poser, prendre un petit peu de recul sur sa situation, établir un diagnostic de son patrimoine et déterminer finalement quelles sont les mesures d'optimisation qui peuvent être mises en place pour pouvoir ensuite rebondir et repartir sur des bonnes bases. Il y a pas mal d'éléments qui doivent être pris en considération. Tout est imbriqué, et l'idée étant finalement de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment en fonction des échéances qui sont fixées. Alors pour les personnes qui se retrouvent en période de transition, il y a différentes étapes. La première étant celle finalement où on décide de quitter son employeur, ou si malheureusement l'employeur décide de se séparer de nous, et vient cette période finalement du préavis ou du garden leave, suivant les situations, dans lesquelles finalement il y a différents paramètres qui doivent être pris au compte sur le plan financier. La première question relativement simple mais importante, c'est savoir quelle est sa couverture de risque en période de transition professionnelle. Il faut savoir qu'en général, lorsqu'on est salarié, on a certaines couvertures au niveau de l'accident et de la maladie. Si ces couvertures sont relativement généreuses, je pense notamment à l'assurance accident de votre employeur, qui prévoit peut-être un pourcentage de salaire qui est couvert, qui est relativement élevé, et peut-être même quelques options en plus, telles qu'une hospitalisation en chambre privée ou autre. Vous avez la possibilité, en demandant à votre employeur, de prolonger votre couverture d'accident pendant une période de 6 mois, sachant qu'elle s'éteint 30 jours après la fin de votre contrat. Ça vous fait 7 mois de couverture, moyennant une prime finalement qui est relativement modeste par rapport au fait de devoir ajouter finalement la couverture accident dans sa caisse maladie. Tout simple, mais finalement, si vous arrive malheureusement quelque chose pendant cette période, au lieu d'avoir juste les frais médicaux qui seront couverts par la caisse maladie avec la franchise en plus qui peut s'appliquer, vous serez couvert à 100%, et surtout votre salaire aussi, lui, sera versé, en tout cas un pourcentage de celui-ci. C'est particulièrement important pour les personnes qui vont gagner plus de 86 000 francs. Voilà, donc ça c'est un premier élément dont il faut tenir compte. La deuxième chose dont il faut tenir compte, c'est certaines personnes vont, au moment où elles quittent l'entreprise, toucher une indemnité de départ. Cette indemnité de départ peut avoir un impact plus ou moins important sur la fiscalité de la personne. En général, c'est une indemnité qui va venir s'ajouter au revenu de l'année en cours, et donc qui sera taxée à un niveau qui est très élevé. Pour les personnes d'un certain âge qui sont mises en retraite anticipée dans le cadre d'un plan social, par exemple, c'est possible de requalifier cette indemnité de départ en capital de prévoyance, donc pour une retraite anticipée, ce qui veut dire que vous pouvez bénéficier d'une fiscalité qui est à 1/5 du taux habituel, et donc vous êtes exonéré de 80% de la charge fiscale, et là c'est important de faire la demande. Pour les personnes qui ne remplissent pas ces conditions, puisqu'elles ne sont pas en situation de retraite anticipée, la question se pose de savoir si vous souhaitez utiliser une partie ou voire même la totalité de l'indemnité pour faire un rachat dans votre caisse de pension, dans le deuxième pilier, de manière à neutraliser l'impact fiscal de l'indemnité. Donc, si quelqu'un gagne 100 000 francs et qu'elle va toucher 50 000 francs d'indemnité, ces 50 000 francs seront taxés à un taux qui sera relativement élevé, et finalement, il y a à peu près 50% de l'avoir qui partira en charges sociales et en impôts. Le fait de transférer ça sur la caisse de pension permet de déduire fiscalement les 50 000 et donc de ne pas payer d'impôt dessus, ou une partie en fait du montant. Et ça doit être fait impérativement avant la fin du contrat de travail, et donc ça doit être des décisions qui doivent être prises pendant la période de préavis ou de garden leave. Enfin, il y a une récente évolution qui date du 1er janvier de cette année, qui dit que pour les personnes qui ont aujourd'hui plus de 58 ans et qui quittent leur employeur, elles ont la possibilité également, à titre facultatif, de demander le maintien de l'affiliation à la caisse de pension, donc au deuxième pilier de son employeur. Soit pour le risque, comme je disais avant, pour l'invalidité ou le décès, auquel cas vous payez entre guillemets une prime d'assurance qui vous couvre en cas d'invalidité ou en cas de décès, et donc votre salaire est versé par le deuxième pilier, enfin vos rentes sont versées par le deuxième pilier si vous vous retrouvez en situation d'invalidité, ou vos proches si malheureusement vous êtes amené à décéder, ou alors pour le risque, mais également pour l'épargne, auquel cas vous pouvez continuer à cotiser aussi pour votre retraite, même si vous ne travaillez plus pour l'entreprise parce que vous êtes en retraite anticipée, vous pouvez continuer à cotiser au deuxième pilier pour augmenter vos prestations
jusqu'à l'âge légal de la retraite. Ça implique un coût qui est relativement important, puisque vous devez non seulement vous acquitter des cotisations de l'employeur, mais également des cotisations que vous payez déjà avant de l'employé. Et donc, c'est un calcul qu'il faut faire pour voir si vous avez déjà les moyens de le faire, mais ça peut être une solution intéressante pour les personnes de plus de 58 ans, et c'est possible depuis le début de cette année. Une fois la fin de la période de préavis, vous vous retrouvez finalement officiellement en période de transition professionnelle, inscrite ou non au chômage. Pour la plupart des gens, l'objectif va être finalement de retrouver un emploi rapidement, peut-être dans une structure en tant que salarié, un emploi similaire à ce qu'on a eu auparavant. Dans ce cas-là, il s'agit pendant la période de transition de nouveau de bien calculer quelles sont les prestations de risque dont vous bénéficiez, de manière à ce que si vous arrive quelque chose pendant la période de transition, vous soyez couvert, ou votre famille en tout cas soit couverte. Faut savoir que le chômage vous couvre, mais à hauteur du minimum légal. Donc de nouveau, pour les personnes qui vont avoir un salaire supérieur à 86 000 francs, c'est important d'analyser les possibilités de mettre en place une couverture de risque supplémentaire en période de transition pour pouvoir couvrir un éventuel manquant qui serait lié finalement à la perte des anciennes conditions de travail et de la couverture minimale dont on bénéficie lorsqu'on est au chômage. En parallèle, il y a aussi d'autres éléments qui nécessitent une décision, c'est qu'est-ce que je fais avec mes avoirs du deuxième pilier. La loi dit que vous avez 6 mois pour transférer en fait votre avoir de libre passage sur un compte de libre passage. Et là, c'est très important de respecter ce délai-là, puisqu'au-delà de la période des 6 mois, vos avoirs sont automatiquement transférés vers une institution qu'on appelle la caisse supplétive, qui est une fondation qui a été créée pour récupérer les avoirs en déshérence, qui malheureusement dorment pendant de nombreuses années avec aucun rendement, et si elles ne sont pas réclamées, sont in fine reversées à la collectivité si elles ne sont pas réclamées avant l'âge de la retraite. En l'occurrence, pour la plupart d'entre nous, le deuxième pilier représente la plus grosse partie de notre patrimoine, même si c'est finalement la face immergée de l'iceberg, on a tendance à négliger, mais ça reste la partie la plus importante. Et c'est important toujours de garder la main sur ces avoirs de prévoyance, sur les avoirs du deuxième pilier, et donc de ne pas laisser courir le temps et le délai de 6 mois, et de bien prendre la décision de savoir ce que vous souhaitez faire avec l'avoir de libre passage. Et donc, il s'agit d'ouvrir un compte de libre passage. La loi prévoit également la possibilité d'ouvrir non pas un compte, mais 2 comptes de libre passage, pour autant que ce soit dans 2 fondations distinctes. Et donc, dans certains cas, ça peut être intéressant de ne pas ouvrir un seul compte, mais d'ouvrir 2 comptes. C'est quelque chose qui peut uniquement être fait à la sortie de la caisse de pension. Une fois que le compte de libre passage a été ouvert, si l'ensemble des avoirs ont été transférés dessus, c'est plus possible de procéder à un partage. Donc, c'est important de le faire de nouveau au moment où on sort de la caisse de pension de l'ancien employeur. C'est à ce moment-là que la décision doit être prise. Et il s'agit ensuite de dire, ces avoirs, où est-ce qu'on les dépose et comment est-ce qu'on procède au partage. Peut-être certaines personnes ont travaillé pour des grosses multinationales avec des plans de prévoyance en deuxième pilier qui étaient très généreux, avec des bons rendements, avec des bons taux de couverture, avec une bonne couverture aussi au niveau des risques. Il se peut que par la suite, elles retrouvent un emploi dans une structure où les conditions de travail sont globalement très bonnes, mais par contre, malheureusement, le deuxième pilier, lui, ne sera pas aussi bon que ce qu'il a été par le passé, voire même ne sera pas en mesure d'absorber l'ensemble en fait des avoirs qui ont été accumulés au fil des années. Auquel cas, il s'agit de bien veiller finalement à partager les avoirs dans la caisse de pension. Ça peut être moitié-moitié, c'est peut-être en séparant la partie du minimum légal qu'on appelle la LPP et la partie qui dépend de la générosité de l'employeur qu'on appelle le surobligatoire, de manière à pouvoir, si malheureusement les conditions de la nouvelle caisse ne sont pas attractives, conserver finalement ces avoirs sur un compte qui, quoi qu'il arrive, en cas de décès, est reversé aux héritiers, qui, quoi qu'il arrive, va travailler avec un rendement qui sera peut-être un petit peu plus intéressant et à terme pouvant être retiré, en l'occurrence au moment de la retraite. Dans la plupart des cas, finalement, tout se passe très bien, la caisse de pension est très bonne et on est amené à transférer les 2 comptes de libre passage. Dans certains cas, on n'en transfère qu'un. Et là, c'est important finalement aussi, surtout pour les personnes qui ont déjà fait des rachats en amont, de protéger ce capital et faire en sorte qu'il travaille correctement pour vous. Et donc, la deuxième étape consiste à bien choisir une stratégie de placement qui est en adéquation avec ces projets. Comme vous le savez aujourd'hui, malheureusement, les comptes rapportent rien. Et il s'agit finalement, si on ouvre 2 comptes de libre passage, ça permet également d'adapter la stratégie de placement pour un compte et pour l'autre.
Et donc, dans certains cas, on peut prendre une stratégie plus ou moins dynamique en fonction de l'horizon temporel, de manière à pouvoir générer un rendement qui, sur le long terme, va permettre de générer en fait un capital supplémentaire et financer le train de vie à la retraite. Donc ça, c'est les deux éléments qu'il faut prendre en considération. Certaines personnes n'ont pas forcément pour projet, comme on l'a vu avant, de reprendre une activité salariée, mais vont créer leur propre structure en tant qu'indépendant ou en tant que salarié de leur propre société. Et donc, la première décision à prendre déjà pour les personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, c'est de savoir si elles vont opter pour la raison individuelle ou si elles vont décider de créer une société. Peut-être parce qu'elles sont associées avec d'autres personnes, pour des raisons de crédibilité commerciale, financière ou autre. Si on est salarié de sa propre société parce qu'on crée une SA ou une SARL, on doit de toute façon mettre en place un nouveau deuxième pilier. L'avantage, c'est que en tant que chef d'entreprise, vous avez le choix de la fondation et vous avez le choix du plan de prévoyance. Il s'agit à ce moment-là aussi de se faire accompagner dans la mise en place du nouveau deuxième pilier, de manière à bien sélectionner la fondation et le plan, et qui, lui, bien sûr, doit être adapté aussi au fur et à mesure du développement de l'activité. Souvent, on est confronté à des personnes qui créent leur société, commencent, les affaires vont bien, les années passent, mais finalement, rien n'a été entrepris pour adapter le plan de prévoyance en tenant compte de l'évolution de la situation de la personne et de l'entreprise. Et donc, c'est important aussi de bien suivre l'évolution et adapter en fonction de la situation du moment. Voilà. D'autres personnes vont peut-être avoir pour projet de quitter la Suisse, que ce soit dans le cas d'une retraite anticipée ou non, auquel cas vous devez aussi procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage. Et dans certains pays, vous allez avoir la possibilité en fait de retirer l'ensemble des avoirs du deuxième pilier si c'est un projet. Dans certains pays, vous allez pouvoir uniquement retirer une partie de l'avoir de libre passage. Souvent, les gens, s'ils n'en ont pas besoin, et à juste titre, décident de ne pas retirer les avoirs de manière à pouvoir reposer finalement sur ce capital au moment de la retraite, surtout que c'est un capital en francs suisses, en fonction du pays dans lequel on habite. Ce n'est pas forcément judicieux finalement de le retirer pour le laisser dormir sur un compte, sachant qu'en parallèle, il y a de nombreux avantages fiscaux qui sont associés. Pour les personnes qui vont s'expatrier, il s'agit de très très bien choisir finalement les fondations sur lesquelles on va déposer le ou les comptes, en l'occurrence, parce qu'il peut y en avoir deux, et de bien partager les avoirs. Le fait de partager les avoirs permet de retirer en fait le capital sur 2 années fiscales différentes et donc d'être plus légèrement imposé sur le capital au moment du retrait, d'une part. Ça permet de pouvoir retirer, comme on l'a dit avant, une partie et de laisser l'autre partie sur le deuxième compte. Mais surtout, il faut que le choix se fasse au niveau de la fondation qu'on choisit, puisque lorsqu'on retire son deuxième pilier en habitant en Suisse, on est taxé en fonction de son canton de résidence. Donc le taux maximum à Genève, par exemple, est de 8 à 9 %, il est de 13 % dans le canton de Vaud, et il peut être plus ou moins cher suivant le canton. Lorsqu'on habite à l'étranger, c'est plus la fiscalité du canton de résidence qui s'applique, mais c'est la fiscalité du lieu où se trouve le siège de la fondation de libre passage. Et en l'occurrence, certains cantons de Suisse allemande ont une fiscalité beaucoup plus douce, puisque si vous avez votre fondation qui est dans le canton de Vaud et un capital important, vous allez payer 13 %. Si par contre, c'est dans un autre canton de Suisse centrale, vous pouvez payer jusqu'à 4,5 %. Donc ça peut faire une différence de presque 10 % en fonction du montant du capital. Ça peut faire une très très grosse différence. Et donc, il s'agit aussi de considérer ces éléments-là. L'autre élément également qu'il faut considérer, finalement, c'est son patrimoine en global. Finalement, en période de transition, ça peut être le bon moment, si on a des placements, de réduire un petit peu le risque. Ça peut être le bon moment pour adapter finalement son niveau d'endettement et surtout les hypothèques qu'on a, décider si on les fixe ou pas sur une durée plus ou moins longue, en partie ou en totalité, de manière à pouvoir stabiliser le budget sur le long terme. Autant de décisions et de préoccupations qui peuvent intervenir et dont on a le temps de se préoccuper finalement en période de transition et on n'aura plus du tout le temps de le faire plus tard. Et une fois que les échéances sont passées, malheureusement, c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Et donc finalement, les différentes étapes dans l'idéal qu'il faut respecter, bien sûr. Si vous en avez loupé une, c'est pas grave. Souvent, ça n'a pas d'incidence. On peut corriger le tir, mais disons que d'une manière générale, le scénario idéal, c'est de déjà en fait venir nous consulter pendant la période de préavis ou de garden leave, de manière à ce qu'on puisse analyser votre situation financière globale, établir un bilan patrimonial de manière à avoir une vision consolidée de votre situation personnelle, de vos projets,
de votre budget, de votre fortune, de l'immobilier, de la fiscalité et de la retraite, décider si oui ou non il y a lieu peut-être de faire un rachat, de requalifier l'indemnité de départ, ouvrir les comptes de libre passage, si oui, dans quelle fondation, comment est-ce qu'on les partage, et finalement quelle stratégie de placement on applique ou pas à ces comptes. L'objectif étant d'avoir finalement une situation saine sur le plan financier, en tout cas optimisée, de manière à pas forcément prendre des décisions qui vont aussi éviter ou nous empêcher finalement par la suite d'aller vers une direction plutôt qu'une autre, mais garder toujours un maximum de portes de sortie, un maximum de flexibilité en fonction des projets. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif primordial. Finalement, lorsqu'on retrouve un emploi, l'idée étant finalement, comme on l'a dit en amont, d'avoir mis en place les conditions pour aller dans une direction ou une autre en fonction de la situation, que ce soit en tant que salarié, auquel cas on peut analyser le nouveau plan de prévoyance de la caisse de pension, transférer les avoirs des libres passages vers la nouvelle caisse de pension, puis analyser ensuite de nouveau éventuellement le potentiel de rachat qui peut être fait par la suite pour optimiser la fiscalité et augmenter les prestations à la retraite. Si la personne est indépendante, à ce moment-là, on peut analyser, voir quel serait le plan de prévoyance le plus intéressant pour sa nouvelle société, ou si elle est en raison individuelle, si elle souhaite s'affilier à titre facultatif au deuxième pilier, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça ne fait pas sens? Est-ce qu'il vaut mieux cotiser au troisième pilier, sachant qu'on peut cotiser un petit peu plus, ou est-ce qu'il vaut mieux s'affilier à une caisse de pension? Chaque cas est différent et comme on l'a dit avant, il s'agit en amont, vu qu'on n'a pas encore l'information, de mettre en place en fait une configuration qui permette assez facilement de partir dans une direction ou une autre en fonction des choix qui s'imposent par la suite. Voilà. Si on récapitule finalement les points principaux qu'il faut garder à l'esprit, finalement, mieux vaut conserver ses avoirs de libre passage si un retrait n'est pas nécessaire. Alors ça, c'est voilà, si on parle à l'étranger notamment, c'est important de bien choisir sa stratégie de placement pour ses avoirs de prévoyance, puisque les comptes aujourd'hui rapportent zéro et souvent les avoirs sont bloqués pendant une longue période, ça peut être 10, 20, 30 ans, et on peut facilement passer du simple au double, même avec une stratégie relativement conservatrice. Pour les personnes qui sont au chômage et qui peuvent encore se le permettre, vous pouvez encore cotiser au troisième pilier pendant que vous êtes en situation de chômage. C'est d'ailleurs le seul moyen d'augmenter vos prestations à la retraite, puisque les comptes de libre passage sont gelés, donc on ne peut plus cotiser dessus. On peut que placer pour augmenter la valeur des avoirs, mais il n'y a plus de cotisation. On ne paye que le risque en fait au chômage, mais il n'y a pas d'épargne pour la retraite. Et donc le troisième pilier est le seul moyen de poursuivre ces cotisations pour la retraite lorsqu'on est en période de chômage, si on peut se le permettre, évidemment. Bien veiller à avoir une couverture des risques adéquate, donc en matière d'invalidité ou en cas de décès, en cas de maladie ou en cas d'accident, puisqu'on a perdu les couvertures finalement de son ancien employeur. Envisager aussi, si ça fait sens, la poursuite, la prolongation de l'assurance accident auprès de son ancien employeur. C'est pour une période de 6 mois, mais c'est toujours ça de prix. Voilà les différents points qu'il faut garder à l'esprit. Bien sûr, on se tient à votre disposition pour fixer un rendez-vous et aborder votre situation personnelle et trouver les solutions sur mesure qui s'appliquent à votre situation. Voilà. Je cède la place aux questions maintenant. Je ne sais pas si on a des questions, Vanessa. Oui, nous avons beaucoup de questions et n'hésitez pas à en envoyer d'autres au fur et à mesure. C'est vrai que c'est un sujet qui est vaste. Chaque cas est unique et c'est pas toujours évident de répondre aux questions précisément. Mais comme disait Jeanne, nous serons là aussi par la suite. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Alors, parmi les questions, deux qui se rapprochent. Une personne qui dit quel rendement est-ce qu'on peut espérer d'un compte de libre passage et l'autre personne qui dit comment trouver la banque qui offre le meilleur rendement. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de trouver la banque qui offre le meilleur rendement, il s'agit surtout de bien choisir la stratégie en fonction de ses projets et de son horizon temporel. La banque qui a la meilleure performance avec une stratégie qui est trop dynamique ne sera pas en adéquation, alors que finalement, il s'agirait peut-être de prendre une stratégie qui serait plus conservatrice. D'une manière générale, toutes sortes de stratégies existent et aujourd'hui, en tout cas chez Piguet Galland, on a les stratégies qui vont de 0, donc avec du cash rémunéré à 0%, jusqu'aux stratégies les plus dynamiques avec une part d'action qui va jusqu'à 100%. D'une manière générale, lorsqu'on a peu de visibilité,
on va plutôt, et un horizon temporel du coup qui n'est pas encore clairement défini, on va plutôt inciter la personne à s'orienter vers une stratégie qui sera plus conservatrice, quitte à par la suite changer et opter pour quelque chose de plus dynamique par la suite. Et d'une manière générale, les stratégies de placement avec 25% de part d'action qui sont les plus conservatrices qu'on propose aujourd'hui, chez nous existent depuis plus d'une vingtaine d'années et depuis 1999, donc sur 22 ans, le rendement moyen est à peu près 3,8% net de frais par année pour ces stratégies-là. Les stratégies intermédiaires à 40-50% actions, elles ont généré un rendement entre 4,5 et 5%. Net de nouveau sur les 20 dernières années en moyenne. Et puis, depuis très peu, depuis 3 ans maintenant, on propose des stratégies qui vont au-delà de 50% jusqu'à 100% actions, où là, les performances sont évidemment mirobolantes parce que les marchés ont très bien fonctionné ces 3 dernières années. Elles vont de 35 à 50% sur les 3 dernières années. On n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour vous donner une indication sur le rendement moyen sur la durée, mais il est clair que plus on augmente la part d'action, plus la volatilité est grande, mais donc plus le rendement moyen sur le long terme est intéressant. Et il s'agit finalement de bien choisir sa stratégie en fonction. Et alors après, on a si pour la personne qui souhaite une comparaison, on a des comparatifs indépendants de performance de stratégie en fonction des banques. Et c'est avec grand plaisir qu'on lui les présente au cours d'un rendez-vous. Très bien. Merci, Jeanne. Alors, une autre personne qui se demande, pour un indépendant en raison individuelle, est-ce que la personne a le droit au chômage? Alors, cette question a été répondue par Marc tout à l'heure. Du coup, donc ça dépend toujours de la situation de la personne. Il s'agit surtout de voir si c'est en complément du chômage ou finalement s'il s'agit de retourner en arrière et prendre en considération la période salariée. Mais voilà, donc ça c'est bien. Ok. Voilà, très bien. Alors, une autre personne qui se demande s'il y a des questions d'âge liées au compte de libre passage. Quelles sont les contraintes d'âge? Alors, très bonne question. Effectivement, légalement, on peut ouvrir un compte de libre passage jusqu'à l'âge de 58 ans sans fournir de justificatif. À partir de 58 ans, il faut justifier de la recherche d'emploi ou de la poursuite d'une activité. Donc, il faut justifier soit avoir démarré une activité indépendante, soit être inscrit au chômage et être en train de chercher un emploi pour ouvrir un compte de libre passage. Donc, le compte de libre passage peut être ouvert jusqu'à 58 ans sans justificatif. À partir de 58 ans, avec des justificatifs, et il peut être retiré au plus tôt 5 ans avant l'âge de la retraite, donc 59 ans pour les femmes, en tout cas pour l'instant, 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes, et au plus tard 5 ans après l'âge de la retraite, 69 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes. L'idée étant, comme j'ai dit tout à l'heure, d'essayer dans la mesure du possible de conserver ces avoirs de libre passage dans le compte de libre passage le plus longtemps possible, même si finalement on prend sa retraite un petit peu plus tôt, si on n'a pas besoin de cet argent, tant qu'il est dans le compte de libre passage, il est exonéré d'impôt sur la fortune, il est exonéré d'impôt sur le revenu aussi. Donc le rendement du placement n'est pas taxé. Et donc il s'agit de conserver ses avoirs le plus longtemps possible et de d'abord consommer en fait l'argent qu'on a sur les comptes sur lesquels on est déjà fiscalisé, et puis en dernier lieu de retirer en fait ses avoirs de prévoyance pour combler la lacune de revenus à la retraite. Okay. Ensuite, quelqu'un qui a perdu de vue son deuxième pilier, donc tu as mentionné tout à l'heure la caisse supplétive. Est-ce que tu peux expliquer la démarche pour récupérer les avoirs perdus? C'est vrai que ça nous arrive régulièrement d'accompagner des personnes pour qui c'est le cas. Oui, alors ça dépend finalement. Alors, il se peut que les gens aient perdu des avoirs en fait auprès de chaque employeur et que de manière morcelée, ça a été transmis à la fameuse fondation supplétive. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains employeurs ont des partenariats, notamment les grosses sociétés, souvent ont des partenariats avec des banques ou des assurances et lorsqu'on reçoit l'avis de sortie, il est dit si vous ne nous communiquez pas les coordonnées bancaires du compte de libre passage que vous avez ouvert, automatiquement nous allons ouvrir un compte auprès de la fondation ABCDXY. Et donc il s'agit bien entendu dans un premier temps de faire une demande auprès de la caisse supplétive et déterminer du coup
en remplissant un formulaire en ligne, c'est assez simple, nom, prénom, date de naissance, numéro AVS, etc. Envoyer une requête qui, eux, vont rassembler en fait l'ensemble des avoirs qui sont chez eux et vous envoyer un relevé. Ensuite, vous pouvez prendre ce relevé et demander le transfert des avoirs vers une fondation qui sera peut-être un peu plus avantageuse pour vous. Il s'agit aussi, au moment où vous recevez le relevé, de contrôler et de veiller à ce que justement les avoirs et tous proviennent finalement des employeurs pour lesquels vous avez travaillé, qu'il n'en manque pas. S'il en manque, il faudra à ce moment-là peut-être prendre contact avec votre ancien employeur directement et dire il semblerait que vous n'ayez pas transmis les avoirs à la caisse supplétive. Qu'est-ce qu'il a été entrepris avec ça? Est-ce que vous avez automatiquement ouvert un compte auprès d'une fondation tierce? Et bien sûr, on peut vous accompagner dans ces démarches. Très bien. Je vois aussi arriver quelques questions qui sont un peu plus personnelles et individuelles. Je propose de prendre contact par la suite avec les personnes pour rentrer un peu plus dans les détails. Alors, nous avons une question de quelqu'un qui est indépendant et qui veut savoir s'il s'affilie à une caisse de pension, est-ce qu'il peut faire des rachats alors qu'il a déjà retiré ses avoirs quand il s'est mis à son compte? Alors, c'est une très, très bonne question. Et c'est là vraiment qu'on voit que chaque cas est différent finalement, parce que c'est vrai que d'une manière générale, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'éviter de retirer en fait ces avoirs de libre passage lorsqu'on n'en a pas besoin. Il y a une subtilité qui existe justement pour les personnes qui se mettent à leur compte. En l'occurrence, les personnes qui se mettent à leur compte et qui retirent, en raison individuelle, qui retirent le deuxième pilier pour démarrer leur activité indépendante et qui par la suite, 3-4 ans plus tard, se réaffilient à une caisse de pension. Ces personnes-là vont pouvoir de nouveau faire des rachats qui sont fiscalement déductibles. Et donc, dans certains cas, ça peut même être intéressant, même si on n'a pas besoin des avoirs, d'envisager un retrait, les laisser sur le compte, se réaffilier, puis les réinjecter, mais cette fois-ci sous forme de nouveau de rachat fiscalement déductible. Et c'est encore plus intéressant pour les personnes qui, en amont encore, éventuellement, ont retiré leur deuxième pilier pour constituer des fonds propres pour acheter un bien immobilier, puisque dans ce cas-là, normalement, vous devez rembourser ce que vous avez prélevé pour l'acquisition immobilière avant de pouvoir faire des rachats. Il y a une jurisprudence qui dit que lorsqu'on retire en tant qu'indépendant, ça prime sur le retrait pour l'immobilier. Donc, voilà, c'est un cas assez spécifique, mais la personne qui a retiré pour l'immobilier, qui ensuite retire pour démarrer son activité indépendante et qui se réaffilie, va pouvoir tout de suite faire des rachats qui sont fiscalement déductibles en utilisant le même argent, alors que normalement, elle aurait dû rembourser le prélèvement pour l'accès à la propriété. Mais voilà, c'est des cas assez spécifiques et de nouveau, ça montre à quel point chaque cas est différent et il existe des solutions pour tout le monde. Très bien, merci Jeanne. Alors, je vais essayer de traiter moi-même les 2 dernières questions et les autres, nous les traiterons en direct par la suite personnellement, sachant que nous arrivons à la fin de l'heure prévue. Donc, une personne qui se demande, c'est une excellente question, quel serait le coût d'une consultation chez Piguet-Galland sur ce sujet? Je suis heureuse de pouvoir vous mettre à l'aise. Nous ne sommes pas comme les avocats, nous ne facturons pas chaque heure qui passe ou chaque minute qui passe. En fait, dans la plus grande majorité des cas, nous pouvons traiter tous ces sujets en individuel, en prenant le temps qu'il faut et sans coût pour vous. Simplement, si à la fin vous décidez d'ouvrir un compte avec nous, évidemment, c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous accompagnons, et si vous faites d'autres choix, nous le comprenons aisément. Voilà, c'est notre façon de travailler. Donc, aucun souci pour ça. Et l'autre question que je voulais traiter, c'était par rapport à des carrières internationales. Quelqu'un qui se demande si c'est possible de transférer en Suisse des cotisations sociales dans d'autres pays, notamment les États-Unis et la France. En fait, non, les cotisations aux États-Unis et en France restent dans ces pays. Vous y accéderez à l'âge de la retraite. Pour d'autres pays, il y a d'autres possibilités, mais nous pouvons répondre aux questions personnelles au fur et à mesure par la suite, avec beaucoup de plaisir. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier très chaleureusement Marc Rosetta et Gian Bicicci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui tant d'informations et de recommandations concrètes pour aider à gérer au mieux la période de transition professionnelle étape par étape. J'espère que ces conseils ainsi que les réponses aux questions vous permettront d'aborder les semaines à venir avec plus de sérénité,
et d'entreprendre les actions nécessaires pour votre patrimoine à court, moyen et long terme. Nous restons évidemment à votre disposition pour en discuter plus en détail. N'hésitez pas à me contacter par la suite, évidemment. Alors, avec Piguet Galland, la distance nous rapproche encore plus dans cette période. Vous œuvrez pour bâtir votre patrimoine. Nous sommes là pour vous aider à l'optimiser en toutes circonstances. Je vous remercie de votre participation active. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui sont en transition de carrière, je vous souhaite de très belles réussites dans vos projets futurs et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer personnellement prochainement. Merci à toutes et à tous. Bonne journée à tous.